Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous voilà de retour après l'Élysée ce matin, les Champs-Élysées cet après-midi, avec un joli soleil, quelques nuages au-dessus de nous et surtout beaucoup de vent. Il est bien difficile de garder les petits papiers pour avoir pris des notes dessus. Nous voilà donc sur la plus belle avenue du monde. Il y a ici peut-être des dizaines de milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de Parisiens, de touristes qui sont venus assister à la remontée des Champs-Élysées par Jacques Chirac dans maintenant un quart d'heure à bord d'une voiture. Jacques Chirac qui a rendu la plus belle promenade du monde aux promeneurs. Lors de l'inauguration en septembre 1994, Chirac soulignait qu'en rénovant cette avenue appartenait à l'histoire de France, dit-il. Il a redonné une part de rêve aux Français et aux étrangers. Alors il y a déjà, les militaires sont arrivés, on a vu arriver le général Guignon, le ministre des anciens combattants. Je ne sais pas ce qu'on aperçoit au fond des Champs-Élysées, au début des Champs-Élysées. Eh bien, c'est le rituel et la procédure classique de prise en charge du président de la République. Dans un premier temps, au loin, se rapprochant dans cette très belle perspective des caméras, la garde à cheval qui attend de la sortie par la grille du coq de la voiture de Jacques Chirac, le président de la République, et ensuite l'escadron motocycliste du 1er régiment de la garde républicaine, ce régiment que vous avez vu ce matin dans la cour de l'Élysée. Voilà d'ailleurs le plan le plus éloigné, la garde qui va se mettre en route au moment où la voiture va venir s'encastrer au milieu des 40 premiers chevaux, puis des 32 autres, 72 sabres. Au total, on compte, si vous voulez, les chevaux de la garde par les sabres. Et ensuite, donc, l'escadron motocycliste, là, vraisemblablement, conduisant jusqu'à l'Arc de Triomphe, l'une des personnalités, puisque tous les représentants des corps constitués de la capitale, c'est-à-dire le préfet de police, c'est-à-dire le préfet de région, puis un représentant du ministre de la Défense sortant ou le ministre de la Défense lui-même, François Léotard, évidemment le ministre des Anciens Combattants, Monsieur Philippe Mestre, et le gouverneur militaire de Paris, le général d'armée, Michel Guignon, accompagneront le nouveau président de la République jusqu'à la tombe du soldat inconnu. Fait particulier, voilà d'ailleurs François Léotard. Nous ne savions si le ministre de la Défense sortant serait présent, il l'est. C'est normal. Il est accompagné par le gouverneur de la place militaire, le général Guignon. Et donc, il y aura un fait particulier, alors que François Léotard salue le drapeau. Il salue un drapeau, non pas particulier, c'est un drapeau évidemment français, mais le drapeau de l'école de Saumur, l'école d'officiers de réserve de l'arme blindée de la cavalerie Saumur, où Jacques Chirac a effectué lui-même son stage d'école d'officier, est sorti sous-lieutenant, major de promotion d'ailleurs, mais il n'a pas eu à l'amphi-garnison, c'est-à-dire au moment où vous choisissez les places par rapport à votre place de sortie, eh bien il n'a pas eu l'insigne honneur d'être major tout de suite, puisqu'il avait à 20 ans ou un peu moins signé un appel pacifiste, l'appel de Stockholm contre l'emploi de la bombe atomique, et une fiche des renseignements généraux l'avait signalé comme élément communiste. Dès lors, le commandant de l'école eh bien, ne l'avait pas classé premier, avait retardé cette place d'honneur. Et par la suite, donc, Jacques Chirac, nous en reparlerons beaucoup plus longuement tout à l'heure, avait choisi le 6e régiment de chasseurs d'Afrique, dont le drapeau est ici aussi présent, à sa demande, à la demande de Jacques Chirac, autour de l'Étoile. Alors les applaudissements que nous venons d'entendre, c'était pour l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, aussi un fidèle de Jacques Chirac, qui a participé plus qu'activement à la campagne. L'un des deux hommes forts de Jacques Chirac, le premier serait nommé donc, c'est maintenant un secret de polichinelle, tout le monde le répète depuis plusieurs jours, Premier ministre, et la constitution de gouvernement, selon le renseignement et ceux du service politique de TF1, gouvernement qui, en gros, aurait été constitué. Et tout à l'heure, au cours de la cérémonie, nous essaierons de vous donner quelques informations glanées ce matin à l'Élysée et puis auprès des amis politiques de Jacques Chirac, eux-mêmes soit restant ministres, soit devenant ministres cet après-midi ou demain lorsque la constitution de ce gouvernement sera annoncée. On vient de voir l'arrivée du président du Sénat aussi, Monsieur Monory, qui est sous les applaudissements, vient d'arriver donc place de l'Étoile. Alors je pense que ces Champs-Élysées que vous voyez aujourd'hui occupés par le peuple de Paris, eh bien c'est historique. Tous les présidents de la République ont remonté les Champs-Élysées, cette avenue des Champs-Élysées. Il s'agit en fait d'un vrai rituel gaullien, comme le rappelle en quelques images Antoine Lefebvre. De l'Étoile au rond-point, un gros kilomètre. Et sur les pavés, la page de l'histoire qui défile. 1944, Paris libéré, De Gaulle acclamé,
et la foule en liesse qui remonte l'artère de la Victoire. En bordure, les platanes, eux, se souviennent d'une autre parade, 4 ans plus tôt, en sens inverse et au pas de loi. Ils en ont vu s'user les champs, des semelles et des talons, car les grandes heures de la nation, c'est là-bas que ça se passe. Derrière De Gaulle, en 68, la 5e se ressaisit, aux étudiants le quartier latin, aux fidèles du régime, les Champs-Élysées. Au lieu du cérémonial républicain, un septennat ne commence pas, en principe, sans la remontée de la fameuse artère. En cabriolet officiel ou à pied, c'est selon. En 74, le protocole est un peu bousculé par un jeune président, Valéry Giscard d'Estaing. Pas de fête nationale non plus sans défilé militaire, de l'Arc de Triomphe à la Concorde. L'an dernier, les blindés du corps franco-allemand, symbole d'une Europe réconciliée, avaient choqué les plus anciens ou les plus cocardiers. Le 14 juillet 89, une fois n'est pas coutume, la tradition s'y est faite excuser pour célébrer une révolution déjà bicentenaire, au son des tambours du Bronx et à la cadence des bataillons bigarrés de Jean-Paul Goude. Un an plus tard, les champs n'auront jamais mieux porté leur nom pour fêter la fête des moissons. Car il faut s'y faire, la politique et l'histoire n'ont plus le monopole des manifestations. Au choix aujourd'hui, une dernière étape en peloton ou une Coupe de France en crampons. Aux héros méritants, la patrie reconnaissante de leurs supporters, s'est trouvé un nouveau panthéon, les Champs-Élysées, évidemment. Voilà, place au direct maintenant. Le président de la République vient de franchir la grille du Coq, Charles. Eh bien, il est pris en charge. On le voit passer devant l'avenue de Marigny, d'ailleurs, par l'escadron motocycliste qui s'est constitué en forme de V et qui est suivi sur le côté, d'ailleurs, par une voiture équipée de caméras. Comme il l'avait lui-même prévu, conçu, Jacques Chirac a demandé une décapotable. Il est dans une décapotable. Il est debout, seul, avec son chauffeur, un officier, qui est vraisemblablement un homme de la maison militaire de l'Élysée, la maison militaire sortante, puisque nous avons vu tout à l'heure, il y a quelques secondes, arriver le chef d'état-major particulier de l'ancien président de la République, François Mitterrand, car maintenant il faudra s'habituer à dire l'ancien président de la République. Le nouveau est devant nous, ici à l'image. Et cet escadron motocycliste est suivi par la garde à cheval, par la première garde à cheval, et par un escadron qui précède l'escadron motocycliste, l'escadron à cheval. Alors il faut une certaine distance, petite remarque, il faut une certaine distance entre les motos et les chevaux afin que, bien que ce ne soit qu'une vitesse au ralenti, on remonte les Champs-Élysées au pas. Et donc il s'agit de ne pas effrayer tout de même les chevaux, certes très bien dressés par ces escadrons de la garde, dont le cantonnement est boulevard Victor Hugo, en partie en tout cas. Le président de la République salue classiquement à gauche et à droite. Quelle chance d'avoir ce beau soleil. Ah, c'est une éclaircie exceptionnelle. Nous nous plaignons du vent. Il y a beaucoup de vent, évidemment. Il a beaucoup plu en fin de matinée et c'est quand même formidable d'avoir cet après-midi. Mais c'est ce vent qui nous a assuré ce sursis du temps. Et ce ciel. Alors la fanfare précède le premier escadron, puis les motos, la voiture du président qui est encagé par les motos et par les chevaux et dont le serre-fil est constitué par un escadron lui aussi à cheval. C'est toute la garde à cheval qui est là en tenue de cuirassier, héritier dans ses draperies et dans ses couleurs de l'armée impériale, ces fameux dragons qui ont donné lieu à l'une des premières constitutions d'unités régimentaires au moment de l'Empire.
Quand on pense à Jacques Chirac, qui venait souvent flâner quand il était enfant sur les Champs-Élysées, il allait même collectionner les timbres. Il allait retrouver les philatélistes installés autour du rond-point des Champs-Élysées. Voilà, le rêve élyséen, eh bien, il l'a gagné. Alors nous avons, il faut je crois le dire, Jean-Claude Narcy, tout au long du parcours, le voyant remonter dans sa voiture pour la première fois de sa vie, investi de cette charge de magistrature suprême que constitue la place de président de la République française. Nous avons un certain nombre de nos journalistes, Marine Jacquemin avec un camarade de combat en Algérie de Jacques Chirac, Paul Ancelin, Catherine Nel qui est à proximité du Fouquet's en compagnie de plusieurs comédiens qui ont soutenu Jacques Chirac, et Antoine Guélaud qui lui est en compagnie d'un certain nombre de jeunes. Que nous retrouverons devant le drugstore Publicis dans quelques instants. Avoir 20 ans et avoir voté Chirac, pourquoi? Et Yves Lecoq qui est à Cannes, lui, qui fait son métier à Cannes et qui, dans la grande tradition des imitateurs, mais pas seulement, car ce n'est pas seulement un imitateur, est celui qui imite le plus excellemment, le plus admirablement, le plus finement, je dirais, Jacques Chirac, comme Henri Tissot l'avait fait du général de Gaulle et comme Thierry Luluron l'avait fait avec sa fameuse rose de Mitterrand. Yves Lecoq, que nous joindrons tout à l'heure, qui doit être au Festival de Cannes en ce moment. Au Festival de Cannes. Yves Lecoq, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, très bien. Alors, je m'adresse d'abord, avant de m'adresser au créateur, à l'imitateur, au chansonnier, je m'adresse aux citoyens. Oui, bah écoutez, pour avoir mon avis sur cette cérémonie, je trouve ça d'abord un très beau spectacle, mais je trouve que l'acteur est à la hauteur du casting. Il va bien dans le décor. Et de toute façon, compte tenu de votre esprit prospectif et compte tenu du fait que depuis 2 ans, vous l'avez imité en train de piaffer d'impatience avant de recevoir cette charge de la magistrature suprême, vous le voyez quel avenir là? Écoutez, je pense qu'à ce moment-là, vous vous adressez au président. Et je dirais que j'ai enfin mon boulot dans 2 ans, mais j'ai également les difficultés qui commencent pour 7 ans. Oh putain, 7 ans. Oui, tout à fait. Pour l'heure, je vous rejoindrai tout à l'heure. Oui, mais j'espère avoir bien traduit la pensée du nouveau président. Voilà, je vous laisse regarder cette remontée des Champs-Élysées qui se fait selon le rythme voulu par Jacques Chirac, c'est-à-dire un pas extrêmement lent, au pas du trot, presque, trop ralenti des chevaux. D'ailleurs, mon Dieu, se tiennent parfaitement bien. On va demander à Denis Tillenac ce qu'il ressent la remontée des Champs-Élysées du président de la République, qui est son ami. Ce que je ressens, c'est que ce président gaulliste qui remonte les Champs-Élysées 25 ans après la mort du général de Gaulle, j'ai l'impression que c'est toute ma jeunesse, toute mon enfance qui arrive à la rescousse sous ce ciel qui devient bleu. Et j'ai l'impression d'avoir 20 ans, j'ai l'impression que la France a à nouveau 20 ans. J'avais déjà ressenti ça le 7 mai, mais là je le ressens avec davantage d'émotion encore. Et c'est toute la saga gaullienne là, qui est ressuscitée. Et je voudrais espérer que ça sera le générique de tout le septennat. Alors Denis, vous aviez 20 ans il y a 20 ans, mais il y a sur ces Champs-Élysées des jeunes gens qui ont 20 ans et qui ont, j'imagine, entre le premier et le second tour, je ne sais, au premier tour, choisi Jacques Chirac. Antoine Guélaud se trouve à leur côté. Je ne sais encore si le président de la République est arrivé à leur niveau. Non, mais il va arriver à leur hauteur dans 2-3 minutes, là, parce qu'il est à la hauteur de la rue Washington, si je vois bien. Absolument. Ici, Jacques Chirac arrive. Là, vous avez entendu les acclamations. Je suis moi-même entouré par une dizaine de jeunes gens. Ils ont 23 ans en moyenne. C'est une sorte de panel représentatif du nouveau président, puisqu'ils ont la particularité d'avoir tous voté en faveur de Jacques Chirac, que nous apercevons là en ce moment même. Il arrive, le voilà, nous voyons sa voiture. Vous voyez que tous ces jeunes ont le regard tourné vers la voiture du nouveau président gaulliste qui a recueilli un nombre considérable de suffrages chez les jeunes. Alors une réaction de Delphine, 24 ans, qui est étudiante en sciences politiques. C'est un grand jour, vous venez de voir passer le nouveau président, vous êtes ému? C'est très émouvant pour moi de voir passer M. Chirac, de voir toute cette foule massée autour de lui pour venir l'acclamer, d'autant que je n'avais pas pu voter aux dernières présidentielles parce que j'avais 17 ans. Et je suis sûre que parmi les gens qui sont là, il y en a beaucoup, certains qui n'ont pas voté pour lui. Mais c'est d'autant plus émouvant parce que ça prouve qu'il y a un certain intérêt pour la politique en France. Voilà. Voilà, Jacques Chirac arrive à notre hauteur et passe, là, vous voyez. Oui, il passe devant le drugstore, effectivement, Publicis en haut des Champs-Élysées. Et vous voyez vous entendez les applaudissements autour de l'endroit où nous nous trouvons, juste devant le monument, devant la flamme du soldat inconnu.
Les cavaliers de la garde vont se séparer. La fanfare va se coller sur le côté gauche et stopper au niveau quasiment du feu rouge. D'ailleurs, du dernier feu rouge de l'Élysée avant le déboucher sur la place de l'Étoile et laisser la place à l'escadron motocycliste qui, lui, va surgir de ce carré de chevaux et de cuirassiers de la garde républicaine. Voilà des dizaines de milliers de Parisiens massés autour de l'Arc de Triomphe. Maintenant, le président de la République descend. Chef du protocole et aide de camp qui ouvre la porte. Généraux garde à vous, chef d'état-major des armées, préfet de région parisienne, Général Guignon. Monsieur Toraval, le général Guignon, le chef d'état-major particulier du près de l'ancien président de la République, Monsieur Monory. Monsieur Monory, Monsieur Séguin, Monsieur Philippe Mestre. Voici le chef d'état-major des armées, Monsieur Jacques Langsade, l'amiral Langsade. Ah. Oui. Monsieur Séguin a des intentions de fils. Ouais. C'est le vent sans doute qui avait redressé les revers du costume gris. Geste amical, un geste affectueux de Monsieur Séguin à l'endroit du président. Qui a changé de costume d'ailleurs. Il évolue entre des camailleux de bleu nuit comme ce matin et des camailleux de gris. Voilà, quelle émotion, tous ces Parisiens chantant la Marseillaise au moment où le président de la République va aller raviver la flamme du soldat inconnu. Vous avez remarqué que Jacques Chirac s'est mis au garde à vous devant le drapeau de l'arme blindée de cavalerie de l'école d'officiers de réserve de Saumur, qu'il a écouté la Marseillaise devant le drapeau qui a été celui de son régiment, du 6e régiment de chasseurs d'Afrique, et qu'il passe en revue maintenant des détachements des 4 armes, ce qui constitue de toute façon un système de défense terre-air. Salut les anciens mer, combattants. Et les anciens combattants avec le grand chancelier de l'ordre de la Libération, le général Simon, qui est au bout de le fil. Et ce que nous avons entendu il y a quelques instants, c'est la marche consulaire, classiquement jouée à cet instant de la cérémonie. Alors c'est une cérémonie extrêmement symbolique parce qu'en réalité, on ne ravive la flamme qu'à 18h30 tous les jours. C'est une délégation d'anciens combattants, parfois des ministres, parfois des officiers supérieurs. On dépose une gerbe et cette flamme n'est ravivée, je disais, symboliquement que par un simple geste du président de la République. Parce qu'elle est alimentée par un système, au gaz. C'est ça. Elle est en veille jour et nuit. Voilà. On tourne avec une épée, le bouton, avec la pointe de l'épée. Une sorte de robinet, quoi, avec l'épée. Et si une flamme jaillit... oui, sinon, il serait très difficile de ne pas laisser éteindre cette flamme. Là aussi, de toute façon, c'est
Ce sont d'anciens combattants, beaucoup d'anciens compagnons du général de Gaulle. Et pour ceux qui l'ignorent, ou qui l'ont oublié, ou qui ne le savent pas, si vous apercevez une médaille qui recouvre toutes les autres, qui pend sur 2 rangées, et qui est verte, avec un glaive, c'est l'ordre des Compagnons de la Libération, attribué à un peu plus de 2000 personnes par le général de Gaulle, juste au moment de la capitulation, entre la libération de Paris et la capitulation. Et vous savez que cet ordre disparaîtra avec son dernier survivant. Depuis 1945, le général de Gaulle n'a plus inscrit sur les tables de l'ordre de la libération de compagnons. Il y a eu peut-être quelques rattrapages, mais ils sont exceptionnels, notamment d'officiers de la 2e division blindée du général Leclerc, intégrée à la 7e armée américaine. Voilà le fameux geste symbolique que je vous décrivais tout à l'heure. C'est le général Simon, le grand maître de l'ordre des Compagnons de la Libération, qui a tendu l'épée. La minute de silence. La tradition de la sonnerie aux morts est une tradition anglo-saxonne, importée en France. Et au moment où la Marseillaise, qui suit toujours une sonnerie aux morts, se termine, le carré de la garde d'honneur du colonel commandant la garde, nous ne le voyons pas à l'image. Là, Jacques Chirac va signer le livre d'or. Commence à prendre position pour reprendre en charge. Voilà, c'est la première signature de Jacques Chirac, président de la République. Tout est premier aujourd'hui, évidemment. C'est le premier jour. Et au moment, j'imagine, où cette cérémonie se termine à proximité de l'Étoile, tous ceux qui ont été les compagnons de Jacques Chirac à 20 ans en Algérie, il y a très longtemps, dans les années 56, 57, 58, l'un d'entre eux d'ailleurs, Paul Ancelin, se trouve avec Marine Jacquemin. J'ai Paul Ancelin à côté de moi qui était comme Jacques Chirac. Je vous rappelle les conditions. Mars 56, nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Jacques Chirac est à la tête d'un escadron de 32 militaires sur le fameux piton de Souk El Arba. Il est donc un jeune sous-lieutenant tout frais sorti de Saumur. J'ai à côté de moi un autre jeune sous-lieutenant à l'époque, Paul Ancelin, qui lui est sorti de Saint-Cyr.
Alors Paul, aujourd'hui c'est un moment vraiment émouvant pour vous, c'est un moment solennel. Qui dit Arc de Triomphe dit patrie, armée française, soldats. Quel soldat était Jacques Chirac? D'abord, je crois que c'est un moment très émouvant pour Jacques Chirac, qui est avant tout un patriote. D'ailleurs, dans son premier message, le soir où il a été élu, il a fait allusion à ses parents patriotes. Jacques Chirac était un officier patriote et courageux pendant la guerre d'Algérie. Alors précisément, il était courageux. Vous avez entre vous une date très précise, le 12 janvier 1957, il vous sauve la vie. Et ça, c'est un fait d'histoire très peu connu. Oh, c'est un fait d'histoire, bien sûr, oui, puisque à la tête de ces soldats, il m'a sauvé la vie alors que les Félagas allaient sûrement me liquider. Et il l'a fait sans attendre les ordres, car il n'avait pas de liaison radio. Parce qu'il avait eu non pas des ennuis, mais son chef lui en a voulu. Il ne voulait pas lui faire avoir la croix de guerre parce qu'il n'avait pas attendu les ordres. Alors précisément, on dit que Jacques Chirac était un jeune soldat fougueux, audacieux, téméraire, et qu'il était toujours volontaire pour être à la tête des détachements qui roulaient sur des routes souvent minées par les Félagas. Jacques Chirac était un officier courageux et il n'a jamais fait prendre à un de ses hommes un risque qu'il n'ait pris lui-même. C'est la raison pour laquelle ces hommes le respectaient et l'aimaient. Jacques Chirac, c'est un chef né et je m'en suis aperçu à ce moment-là, bien sûr, comme tous ceux qui l'ont côtoyé, quelqu'un qui sait commander les hommes parce qu'il les aime et parce qu'il les respecte. Alors c'est un homme de conviction aussi. On dit qu'à cette époque, il est parti faire cette guerre d'Algérie avec la conviction de rapprocher la population française et la population algérienne. Oui, Jacques Chirac avait un respect très profond de la personne humaine et des populations musulmanes. Nous étions chargés de protéger, parfois de regrouper. Et j'ai des images précises dans ma tête où Jacques Chirac, prenant un petit enfant à son cou pendant que la mère trottinait derrière, que nous étions chargés de regrouper ces Algériens. Encore une fois, un homme respectueux des autres, de la personne humaine, de ses soldats avant tout, mais aussi des populations musulmanes et des piliers noirs, bien évidemment. Alors, est-ce qu'à votre avis, ce passé et cette conviction de rapprocher les populations françaises et algériennes est-ce que cela peut aujourd'hui nous rapprocher de l'Algérie avec qui nous avons des problèmes? Je pense que Jacques Chirac a une connaissance charnelle de l'Algérie et donc du Maghreb et des Arabes, ce qui lui permet d'avoir une perception précise de la mentalité de ces populations. Ça s'étend d'ailleurs très au-delà du Maghreb, ça va jusqu'au Moyen-Orient. Je pense que oui, que Jacques Chirac sera capable d'avoir une vraie politique méditerranéenne qui, il faut bien le reconnaître, a manqué cruellement à la France depuis longtemps. Alors, vous, depuis cette époque, 40 ans d'amitié, vous liez. Est-ce que vous êtes revus souvent? Est-ce que vous êtes revus dernièrement? 38 ans de fraternité de combat. Effectivement, ça vaut beaucoup d'amitié politique. Je n'ose pas dire 30 ans, des amitiés de 30 ans. Je crois plus à la valeur de cette fraternité qu'à l'amitié politique, effectivement. Il m'est arrivé de le voir souvent. Et pendant la campagne électorale, bien que je n'appartienne pas au RPR, il est venu dans ma commune, une petite ville de Bretagne, dont j'ai l'honneur d'être le maire, qui s'appelle Pleuhermel, visiter un atelier protégé pour handicapés. Et là, il a impressionné tout le monde par son humanité, par son respect des autres, son attention aux problèmes des plus humbles, notamment des handicapés. Il a passé 2 heures à les écouter avant de dialoguer avec les responsables nationaux des ateliers protégés. Voilà, Charles, c'était un petit point d'histoire avec Paul Ancelin. Bien, avec Denis Tillinac, on va poursuivre un petit peu sur ce passage de l'Algérie, sur ce moment de l'Algérie pour Jacques Chirac. Oui, je pense que le fait que le nouveau président de la République soit un ancien combattant de la guerre d'Algérie va permettre d'éteindre un malentendu, une querelle issue d'un drame et je dirais même d'un conflit entre générations. Ma génération, qui avait 20 ans, mais 68, ne concevait pas qu'on puisse avoir été partisan de l'Algérie française. Mais celle de Jacques Chirac, et peut-être Jacques Chirac lui-même au début, dans le bled, au combat, dans le contexte de l'époque, elle le concevait et a pu croire à l'Algérie française. Bon, je crois que ces 2 générations, maintenant, le temps aidant, se sont réunies en une seule personne largement. Et que c'est l'occasion définitive d'effacer un passé ambigu et douloureux. Denis, justement, vous écrivez quelque part, vous rappelez que le comportement de Jacques Chirac était un beau militaire pendant la guerre d'Algérie, et qu'ensuite, avec le général Jouot et un certain nombre d'officiers qui ont eu des problèmes après la guerre d'Algérie, il a porté des colis aux veuves.
Oui, Jacques Chirac, très vite après avoir cru à l'Algérie française, a compris que De Gaulle avait raison contre sa propre sentimentalité, mais il est resté humain. Et je suis tulliste, j'habite Tulle en Corrèze, où les généraux putschistes ont été emprisonnés. Et Jacques Chirac, dès lors qu'il a été député de la Corrèze, s'est attaché à améliorer leur ordinaire, si je puis dire, à s'occuper de leurs épouses, de leurs familles, et il s'est montré compréhensif. Donc ça a préludé aux réconciliations qui ont lieu par la suite et qui étaient souhaitables. Retournons voir les jeunes avec Antoine Guélaud et tous ces jeunes gens qui sont regroupés autour de lui au niveau, je crois, des Champs-Élysées. Pas loin de nous, là, au niveau du pas très loin. Voilà. Antoine, absolument, Charles, on s'aperçoit presque, je vous entends, au milieu d'une foule dense, très dense. Nous retrouvons notre panel de jeunes qui ont voté donc en faveur de Jacques Chirac. Et j'ai à mes côtés Thierry qui est un jeune étudiant qui fait une école de commerce, qui dans 6 mois va se retrouver sur le marché du travail. Donc il y a évidemment quelques inquiétudes à avoir. Jacques Chirac a suscité un immense espoir au sein de la jeunesse. Alors Thierry, quelles sont vos attentes concrètement? Qu'est-ce que vous attendez du nouveau président de la République? J'attends du nouveau président de la République qu'il arrive à faire comprendre aux Français qu'ils sont partisans du redressement de la France et que ce n'est pas l'affaire de 377 députés, 35 membres du gouvernement et que c'est tous les Français qui doivent se prendre en main pour redresser la France. Et ça, Chirac est le seul homme, à travers un discours fort, à pouvoir faire comprendre ça aux Français. Florian, à mes côtés également, si Jacques Chirac devait prendre demain, après-demain peut-être, une mesure symbolique en faveur de la jeunesse, quelle serait-elle cette mesure? Bien, je pense que parce que Jacques Chirac a su justement sortir des appareils politiques en quelque sorte, et qu'un peu comme Charles de Gaulle, il est au-dessus et en avant des partis, j'aimerais qu'effectivement il mobilise, qu'il rassemble toutes les énergies possibles. Et je trouve qu'il serait judicieux aujourd'hui qu'on ait au sein du gouvernement une véritable structure de réception des informations, des propositions de cette jeunesse. Nous, tous les jours, on a des idées, on a des envies, et c'est extrêmement difficile au niveau municipal d'arriver à faire en sorte que ça prenne corps. J'aimerais que nous, notre jeunesse a fait confiance à Jacques Chirac, et j'aimerais maintenant qu'à son tour, eh bien, Jacques Chirac fasse en quelque sorte confiance à notre jeunesse. Antoine, nous allons aller faire un tour, parce qu'il y a les Parisiens qui sont sur les Champs-Élysées, il y a aussi tous les Français en province qui regardent en ce moment à travers TF1 cette belle après-midi sur les Champs-Élysées, et nous allons aller faire un petit tour en Corrèze chez les amis de Jacques Chirac. Nous allons donc à Sainte-Féréole rejoindre Françoise-Marie Morel. Françoise-Marie. Oui, bien Jean-Claude, à Sainte-Féréole, l'arrivée de Jacques Chirac à l'Élysée a bien sûr mis en joie les habitants de ce bourg. Les amis d'enfance de Jacques Chirac sont ici présents, amis d'enfance, mais également fidèles militants gaullistes. À mes côtés, Léon Borde qui connaît Jacques Chirac depuis l'âge de 10 ans, c'est-à-dire depuis toujours. Alors, Monsieur Borde, vous êtes président départemental du RPR de Corrèze et vous étiez donc aux côtés de Jacques Chirac en 1976 au moment de la formation du RPR. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Un sentiment de joie et de fierté. De joie de le voir arriver président de la République et de fierté parce que c'est quand même très très rare d'avoir un ami d'enfance président de la République. Vous ne regrettez pas aujourd'hui de ne pas être à Paris à ses côtés? Si, un peu. J'aurais préféré être à Paris qu'à Sainte-Féréole. Enfin, tout le monde ne peut pas être à Paris. Avez-vous un souvenir particulier à nous confier? Le meilleur souvenir a été, lorsque j'ai été élu président du RPR de la Corrèze, d'avoir en face de moi, mais sur les gradins, Jacques Chirac. Également à mes côtés, Madame Alvinerie. Alors Madame, votre époux était maire de Sainte-Féréole et c'est en fin de compte votre mari qui a en quelque sorte ouvert la carrière politique de Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac a été conseiller municipal de votre époux. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en voyant un petit peu le poulain de votre mari comme ça arriver à l'Élysée? Une grande joie, mais en même temps, pas tellement, parce que, vous savez, c'est mon mari qui est décédé, c'est pour ça que j'ai le cœur vraiment serré. Qu'est-ce que, ce matin, lors de la cérémonie officielle, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Oh, écoutez, j'ai été touchée par tout ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, mais surtout de voir arriver Jacques Chirac, le conseiller municipal de Sainte-Féréole, le conseiller de mon mari, maire décédé. C'est ce qui m'a touché le plus. Et quand est-ce que vous avez été sûr que Jacques Chirac allait devenir chef de l'État? Oh, écoutez, j'ai été sûre, comme tout le monde, à l'annonce bien sûr, de sa victoire. Et là, vraiment, je pourrais dire que ça aurait été un des plus beaux jours de ma vie, s'il n'avait été assombri par l'absence de mon mari décédé et d'un de mes fils, Gaston, qui avait été toujours
l'ami de jeunesse, décédé lui aussi. Est-ce que vous espérez revoir bientôt M. Jacques Chirac à Sainte-Féréole? J'espère le revoir bientôt. J'espère qu'on pourra organiser un quart d'habitants de Sainte-Féréole pour aller quand même visiter l'Élysée et surtout Jacques Chirac. Voilà, donc Jean-Claude Richard, merci Françoise-Marie Morel. Le président de la République continue à serrer des mains et entre-temps, après être allé au cœur de la Corrèze, nous souhaitons rejoindre Colombey-les des Églises où se trouve Jean-Pierre Picard depuis ce matin. Jean-Pierre. Oui, au Colombey-les deux Églises, toujours fidèle au poste et toujours fidèle à TF1 pour suivre ces cérémonies de passation de pouvoir et la cérémonie des Champs-Élysées. Alors, avant de passer la parole à nos invités, une petite confidence. Ici, nous sommes quand même un peu jaloux de vous à Paris, parce que vous vivez effectivement l'événement sur place, mais surtout, apparemment, nous avons regardé les images, vous avez beau temps. Ici, il fait un temps exécrable, et un temps, m'a dit quelqu'un tout à l'heure, à ne pas mettre un président de la République dehors, sauf peut-être, bien sûr, sur les Champs-Élysées. Alors, pour essayer déjà de faire un premier bilan peut-être de ce qui s'est passé aujourd'hui, je voudrais demander d'abord à Joël Ménétrier l'image ou le sentiment le plus fort de ce que nous avons vu et vécu ensemble ce matin et en ce début d'après-midi. Pour vous, c'est quoi? C'est lorsque Jacques Chirac a serré la main longuement à François Mitterrand. Et François Mitterrand qui part. Et enfin, la France prend la France est retrouvée, le gaullisme prend la tête de la France. C'est aussi la continuité de la République. Voilà, continuité de la République, et c'est un grand jour. Claude Guindeau, vous, c'est autre chose, c'est un petit peu plus tard, je crois, dans la matinée. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est son discours à Jacques Chirac. Ça m'a beaucoup ému. Un discours qui résumait un peu sa campagne, un message aux Français? Tout à fait. Message de confiance? Oui, c'est ce qui m'a le plus ému, ce qui m'a marqué. Monsieur le maire, sur cette matinée, ce début d'après-midi. Eh bien, moi, j'ai été très ému lorsque le président du Conseil constitutionnel a dit officiellement Monsieur Chirac, vous êtes le président de la République. Jean-Pierre, on va vous retrouver. Je pense que le président de la République était très ému et j'ai en quelque sorte partagé un petit peu sur la poignée de main du président de la République à l'officier commandant l'escadron, représentant l'école de Saumur, l'école de cavalerie, de l'arme blindée de cavalerie. Je m'excuse auprès de vos invités et de tous ces braves gens réunis autour de cette table à Colombey-les deux Églises. Nous allons vous redonner la parole, ne vous inquiétez pas, comme nous allons le faire avec Yves Lecoq à Cannes et aussi avec Catherine Nel au Fouquet's. En attendant, le président de la République remercie tous les officiers généraux qui ont organisé cette parade et les partisans de Jacques Chirac regroupés autour de nous, autour de cette place de l'Étoile. Vous les entendez de toute façon. Sont en train de saluer. Jacques Chirac qui va vers la foule, qui se rend à pied vers la foule. Ça, c'était pas prévu au programme. Non. Ça, c'est la grande surprise. Mais c'est tout à fait dans la manière. Et d'ailleurs... voilà, Jacques Chirac qui va prendre un Marine Jacquemin. foule. Monsieur le Président de la République, Marine. Oui, je vous entends. Vous avez le président près de vous, là. Je me trouve à côté de Jacques Chirac. Effectivement, il a tenu d'abord à aller, et c'est bien normal, saluer tous ses fidèles qui sont là. Je vous laisse entendre. Le président est extrêmement souriant. Tous l'embrassent, comme vous pouvez le voir. C'est un grand moment qui se passe actuellement, place de l'Étoile. J'essaie de m'approcher du président de la République pour avoir une réaction, mais je doute fort qu'il veuille parler à la presse. Il va avant tout parler aux Français. Au mépris de toutes les règles de sécurité, là, il entre vraiment dans la foule. Effectivement, mais je peux vous dire qu'il y a un sérieux cordon de sécurité tout autour de lui, malgré tout. C'est très gaulien, d'ailleurs. Monsieur le Président, s'il vous plaît. J'essaie de m'approcher du président. Essayez. Essayez toujours, Marine. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Jacques Chirac qui sait serrer les mains, hein. Je crois que c'est un spécialiste, Denis. Oui, j'espérais ce geste depuis ce matin, et le voilà, il vient d'arriver, c'est formidable.
c'est spontané, c'est naturel. C'est une cérémonie, je trouve, il y a eu à la fois la sobriété, la simplicité et la grandeur. Ce matin, beaucoup de ces partisans qui étaient regroupés devant la grille d'honneur rue du Faubourg Saint-Honoré, le porche d'honneur du palais de l'Élysée, regrettaient qu'il n'ait pu, avant de rejoindre le président de la République, François Mitterrand, venir les saluer. Et c'est vrai que le protocole et l'escorte étaient disposés de telle façon qu'il était très difficile pour lui de faire demi-tour et de ressortir pour aller leur serrer la main. Et bien voilà maintenant les Parisiens, mais pas seulement les Parisiens, il y a beaucoup de Varois, beaucoup de Bourguignons, de Lyonnais, de gens de la région parisienne, des gens venus du Nord aussi, d'Alsace, de l'Est, qui va faire plaisir à notre ami Robert Werner. Président, un petit mot pour les Français qui vous regardent. Un petit mot, Monsieur le Président. Ah oui, il est à la droite de l'avenue des Champs-Élysées. Ceux qui sont à gauche aimeraient bien le voir venir jusqu'ici. Ça m'étonnerait quand même qu'il un petit traverse. mot pour tous les millions de Français qui vous regardent en direct. Ah, il n'entend rien, ou presque, il ne vous entend pas, Marine. Il est en train de serrer la main de Philippe Mestre, Philippe Séguin. Cette Monsieur irruption. Philippe Séguin, un petit mot pour les millions de Français qui nous regardent. C'est un grand moment, n'est-ce pas? Ouais, c'est le moment où on en prend vraiment conscience. Il est élu. Il vous a fait une confidence? Oui, mais je vais la garder pour moi. Attention moto, attention moto. Voilà, le président est remonté dans sa voiture. Il va faire le tour de la place de l'Étoile en saluant la foule. Les mains se lèvent, les drapeaux se tendent. C'est vraiment un moment formidable parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça, Charles. Oui, c'est une demi-surprise connaissant le tempérament d'homme politique qu'il est. Et c'est vrai que la plupart de ses prédécesseurs, Charles de Gaulle, mais aussi François Mitterrand, ne pouvaient résister à une telle foule. Plus nous parlons, plus l'après-midi se déroule, plus cet après-midi se passe et plus la foule est compacte, nombreuse. Il était tout à fait presque normal et naturel qu'à l'issue de cette campagne électorale, de son élection et de son installation à l'Élysée aujourd'hui, Jacques Chirac aille vers tous ses mains et ses bras tendus. Là, il est en train de faire, de tourner en rond d'ailleurs, comme l'avaient fait les troupes le 8 mai 45, tout autour de la place de l'Étoile. 8 mai 95. 8 mai 95, tout à fait. Nous n'étions pas là en 45. Et là, devant l'avenue de la Grande Armée. Ah, tout le monde n'aura pas droit au bain de foule. Voilà, il va arriver juste derrière nous, puisque nous sommes sur la gauche, face à l'Arc de Triomphe. Vous allez le voir passer derrière nous dans quelques... Voilà, il est juste derrière nous. Quelle ambiance! La descente se fait un peu plus rapidement. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il n'y a que l'escadron motocycliste de la garde républicaine qui encadre et qui encage même la voiture découverte du président de la République. La voiture va arriver au milieu des Champs-Élysées. Elle va passer devant le Fouquet's où nous attend Catherine Nel. Catherine, je crois que la voiture du président va passer devant vous, là. Oui, tout à fait. Elle est presque à la hauteur du Fouquet's et je vais avoir du mal d'ailleurs à tenir tous les artistes qui sont à côté de moi, les comédiens et les comédiennes. Je vais avoir du mal à les retenir parce qu'ils veulent presque tous sortir pour essayer de le voir de plus près. En tout cas, ils ont regardé ces images avec tantôt de l'émotion, tantôt de la passion. Et je vais tout de suite demander à Nicoletta, qui se trouve à côté de moi, ce qu'elle a ressenti en voyant ces images. Ça me fait drôle, j'ai l'impression de rêver parce qu'il y a tellement longtemps qu'on attend. Donc ça fait bizarre quand même.
tout à fait bizarre. Ça fait combien de temps que vous êtes engagé à ses côtés? À ses côtés, c'est là vraiment maintenant, quoi. Enfin, depuis quelques mois que je me suis décidée parce que j'en avais le ras-le-bol. Je voulais vraiment un changement. Et je pense que Jacques Chirac est tout à fait l'homme qui correspond on dit que tout changement correspond à une nouvelle dynamique et je crois qu'il a la dynamique nécessaire pour apporter tout le changement que les Français espèrent. Et Dieu sait qu'on en a besoin et moi je crois beaucoup en lui. Alors, Jacques Chirac est en train juste de passer à nos côtés. On entend les applaudissements. Je vais demander à Sabine Paturel, qui est à côté de moi, qui est une jeune comédienne, ce que ça veut dire Jacques Chirac pour les jeunes. Parce qu'on a vu Place de la Concorde beaucoup de jeunes. Ce que ça veut dire, je crois, c'est d'abord de l'anticonformisme. C'est un vrai changement, des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont... c'est de l'espoir, quoi. C'est plein d'espoir, c'est peut-être des portes qui vont s'ouvrir. Ce que ça représente aussi, c'est que ça a l'air frivole, mais je crois que c'est vachement important. C'est que nous aussi, on a peut-être le droit d'avoir un homme sympathique au pouvoir, quoi. J'ai l'impression que depuis Pompidou, on a eu que des gens qui n'avaient pas des visages forcément... Bon, là, on a enfin un mec qui a une tête, qui a un sourire extraordinaire et en plus, il a de l'humour. Il a du charisme, selon vous? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 88. Pour moi, évidemment, c'est plus récent. J'ai eu la chance de le rencontrer et comme tout le monde, comme tous les gens qui ont rencontré Jacques Chirac, qui ont pu parler avec lui, tout le monde le dit et c'est vrai. On est face à un homme qui est d'un humanisme incroyable. Il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il est humain. Il ne s'occupe pas de savoir si on va avoir beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Il va s'occuper des problèmes des gens. Et surtout, il est proche de l'être humain. Il a un pouvoir de communication mais incroyable, facile, un contact inouï. Et moi, j'ai vraiment craqué. Vous avez craqué, ah ça, oui, ça s'entend. Moi, à propos de communication, je voulais demander à Nicole Lattès, qui est juste à côté de vous. Nicole Lattès, vous avez édité les 2 livres de Jacques Chirac qui ont fait en fait la base de son programme et vous l'avez rencontré. C'est surtout vous qui êtes presque à l'initiative du symbole de la campagne Jacques Chirac 95, la pomme. Vous pouvez nous raconter ça? C'est moi, c'est le maquettiste surtout. C'est Yves Seton qui a dessiné le pommier. Oui, vous savez, ça s'est passé très simplement, comme ça se passe toujours entre un auteur, parce que pour moi, Jacques Chirac était un auteur, et pas encore le président de la République, et un éditeur. C'est-à-dire qu'il souhaitait pour son livre, il a des idées très précises et très déterminées. Vous disiez qu'il était très humain, c'est vrai. Il a, à mon avis, d'autres... Il est très pudique aussi, ce qui dissimule souvent d'ailleurs sous des rires et des plaisanteries, mais c'est un homme très pudique. C'est un homme très courtois et c'est vrai que c'est aussi un homme précis et décidé. Donc pour ses couvertures, pour la première couverture, il avait lui-même l'idée du format, de la couleur du papier, etc. Et moi j'ai proposé d'autres choses, mais il tenait à ses idées et nous nous y sommes pliés. Et d'ailleurs, il avait raison. Et pour le second livre, donc, il voulait une illustration qui symbolise les fruits de la croissance et le partage par tous des fruits de la croissance. Donc à ce moment-là, c'est le maquettiste, je veux dire, qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a proposé, qui a trouvé le pommier, entre autres choses, et qui a été adopté. Enfin, que j'ai trouvé, je dois dire, très, très juste, joli, juste, frais. Sans prétention, mais en même temps très juste. Et il a été adopté ensuite tout de suite par Jacques Chirac, il l'a trouvé très très bien, et c'est vrai que c'est devenu le symbole de sa campagne. Love Amour, vous avez également rencontré Jacques Chirac. Est-ce que vous le connaissez depuis longtemps? Oui, je le connais depuis très longtemps. Je l'ai rencontré maintes fois dans le privé. C'est quelqu'un qui a plein d'humour. Je trouve que c'est un homme qui a un très beau passé en tant que maire de Paris. Il nous a tenu la ville d'une façon magnifique. Il a un très bel avenir en tant que président de la République de la France et je le trouve très émouvant. Jean-Philippe Collard, vous êtes musicien, vous êtes pianiste. Est-ce que les musiciens d'aujourd'hui attendent quelque chose au niveau de la culture de leur nouveau président? Oui, bien sûr, ils attendent même beaucoup. Jacques Chirac a été sans doute celui des hommes politiques qui s'est montré toujours le plus proche de la culture et qui a pris des engagements très précis pendant cette campagne. C'est la raison pour laquelle, au-delà des chiffres du 1% culturel qu'il nous a promis, je crois que ce sera surtout un homme qui mettra en avant toutes ces disciplines et qui saura réaliser la difficile jonction entre l'éducation nationale et la culture, c'est-à-dire que nous nous prenons à espérer, et cette fois très sérieusement, que pendant ces 7 années, le président Chirac saura en effet imposer que les arts soient représentés à l'école.
Alors je voulais finir aussi, bien que je n'ai pas interrogé tous les comédiens qui se trouvent autour de moi, mais je pense que nous y reviendrons, donner la parole à Amarante, parce qu'Amarante connaît bien Jacques Chirac et la famille Chirac. Qu'est-ce que représentent ces images et ce jour pour vous, pour moi, c'est une résurrection, rien d'autre. Et puis un grand moment d'émotion qui va marquer quand même l'histoire de notre France, enfin je crois. Hein. Et puis Monsieur Chirac, c'est un grand homme d'État et il était temps qu'on s'en aperçoive. Bon, pour ma part, ça fait bien longtemps que je le suis et que je milite avec lui, pour lui. Et puis j'ai même fait les législatives avec lui à Montmartre. On a des très beaux souvenirs. Et c'est un grand monsieur qui a su. C'est non seulement un rassembleur, mais c'est en même temps quelqu'un. C'est un grand capitaine de vaisseau. C'est plus que ça. C'est un grand amiral qui va nous mener à bon port. Ça, j'en suis certaine, car il n'a jamais perdu confiance. Et nous, on a toujours eu confiance très fort en lui. Et puis c'est un très grand monsieur. Voilà. Alors j'ai plein d'émotions. Merci Catherine. Merci. Merci Catherine Nel. Merci aux Fouquet's. On va peut-être rejoindre Marine Jacquemin. Je n'avais pas vu Jacques Chirac en amiral de la flotte. Non, mais bon. Il était chasseur d'Afrique. Mais enfin, c'est une affectation, je pense qu'il ne refusera pas. Est-ce qu'on peut appeler Marine Jacquemin? Oui, Marine, Jean-Claude. vous êtes toujours dans la foule de gens émus qui ont serré la main du président, là? Absolument. Enfin, je suis à côté de Jacques Casanova, qui est un architecte qui est sorti spécialement de son bureau pour venir voir le passage du président. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes là. Parce que je pense que Jacques Chirac peut faire beaucoup. On croit très fort en lui. On attend depuis longtemps, depuis 1976. On a été malheureux et c'est une délivrance. Et voilà, on est vraiment très, très heureux. Le cœur est bondi de joie et voilà, je voulais lui dire. Quand vous dites malheureux, c'est pas un peu exagéré? Non, pas du tout. Pas du tout. On a beaucoup souffert. Je pense la France aussi. Bien. Et vous, monsieur? Eh bien, moi, je suis un ancien curé de Bar-les-Orgues en Corrèze. J'ai bien connu M. Chirac comme député. Puis j'ai eu beaucoup l'occasion de parler avec lui pour diverses choses. Alors, lesquelles, par exemple? Eh bien, les handicapés, dont il est le président de l'association. Et précisément, on dit qu'il fait beaucoup de choses pour les handicapés. Bien souvent, mes amis ici, depuis que je suis à Paris, 4 ans, que beaucoup de gens ne connaissent pas M. Chirac. C'est un cœur d'or. C'est un humanisme. Merci. Vous êtes française? Oui. Vous êtes donc une jeune fille. Vous êtes venue pourquoi? Pour voir le président, parce que je trouve que c'est un grand jour. Un grand jour, pourquoi? Dites-nous plus. C'est un changement. Je pense que c'est un changement pour le peuple français. Alors, en tant que jeune, vous attendez quoi très précisément? Qu'il tienne ses promesses, déjà pour le chômage, pour les jeunes. Et puis, pour la suite, on verra s'il va tenir ses promesses. Et vous, monsieur? Moi, je suis venu précisément voir au fait de près qui c'est qui allait vraiment représenter notre pays. Vous êtes satisfait? Tout à fait, parce que c'était très formidable. Voilà Marine. Merci. Merci à vous. Oui. Merci Marine. Oui, Marine, Au moment, effectivement, le président de la République a regagné le palais de l'Élysée. Jacques Chirac est maintenant retourné travailler dans ce premier étage où se situe le bureau du président de la République. Nous ne savons encore s'il occupera le même bureau que François Mitterrand, qui était le bureau du général de Gaulle. Dans quelques secondes, dans quelques instants, nous allons retrouver un document de Robert Werner sur l'autre Chirac, celui que nous ne connaissons pas, celui que connaissent la plupart de ses amis intimes qui se sont rarement exprimés, à l'exception bien sûr de Denis Tidinac qui est à côté de nous. Auparavant, cette page de publicité. Il est pudique et chaleureux, disent ses amis de lui. Il aime les gens, mais il n'aime pas qu'on sache qu'il leur fait du bien. Je me souviens quand j'étais journaliste en Corrèze, je m'arrangeais pour savoir ce qu'il y avait sur son agenda. Il y avait des blancs de plusieurs heures. Je le suivais et je découvrais que Chirac s'absentait sans photographe, sans journaliste, tout seul, sans chauffeur même, pour aller rendre visite à la veuve d'un maire dans une ferme, à une vieille personne malade qu'il connaissait ou dont il connaissait la famille, dont il savait qu'une visite d'une demi-heure lui ferait plaisir. Mais il ne voulait pas que ça se sache. Bien souvent, on demande à Jacques Chirac d'intervenir. Connaît-il un médecin? On lui dit qui a mal et où. Un autre aspect de sa personnalité. J'en connais plusieurs facettes. Celle qui me touche le plus, c'est quand Jacques Chirac appelle
appelle n'importe quelle heure du jour ou quelquefois même de la nuit, de loin, généralement, ça peut être de Corrèze, ça peut être d'un pays étranger. J'ai un enfant de mes amis qui a tel ou tel problème. Vous savez, l'anxiété des parents, j'aimerais beaucoup que vous interveniez. Je vais vous raconter l'histoire. Il raconte l'histoire. Il insiste, mais vous le ferez, n'est-ce pas, vous ferez, mais bien sûr. Voilà, et il montre à la fois son souci du détail, sa propre anxiété, celle finalement de ses propres amis qu'il endosse, sa générosité, et puis il appelle, il rappelle, jusqu'à ce que les choses soient réglées. Et bien entendu, il est toujours très soucieux que les choses soient efficaces. Quand il prend l'avion à destination d'outre-mer, de nos territoires, il est ravi. Jacques Chirac aime les antipodes, les lointains vers sombres, et là aussi, le contact. Il est heureux d'être là et le montre. Il est allé des dizaines et des dizaines de fois en Guyane, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. Avant d'aller en Polynésie, il s'est arrêté à Mata-Utu, à Wallis et Futuna. Et je crois, là c'est une scène qui est très révélatrice, parce que quand il est arrivé à Mata-Utu, il s'est aperçu naturellement, immédiatement, que c'était un territoire qui était très en retard par rapport à la métropole, en particulier. Le téléphone, c'était un peu le 22 anières, il n'y avait pas d'électricité, pas de télévision. Et le soir même, il a réuni dans la maison Le Fallet du député Benjamin Brial de l'époque, il a réuni tous les ministres qui l'accompagnaient, et avec ces ministres, il a fixé en une heure et demie, les grands axes, les grandes orientations d'un plan de redressement, de rattrapage de Wallis et Futuna, qui sert toujours de cadre à l'action de l'État aujourd'hui dans ce territoire du bout du monde. À Paris, Jacques Chirac a ses habitudes quand il s'agit de manger antillais. Il aime beaucoup ça. Il rentre, il me dit Monique, qu'est-ce que tu me fais à manger aujourd'hui? Alors je lui présente tout de suite ses petits acras, parce qu'il adore ça quand il vient à la créole. Et je lui prépare son petit colobo quand je sais qu'il y a. Un colombo d'agneau, voilà. Je me rappelle une scène qui était d'ailleurs très touchante, parce que c'était l'accueil de Jacques Chirac dans une tribu de la chaîne calédonienne, une tribu qui s'appelait Wayaguet, et où on lui avait préparé le mets d'honneur, qui est une roussette. Alors la roussette, vous savez, c'est une grosse chauve-souris qu'on fait bouillir avec tous ses poils, il faut le dire, et qu'on présente comme ça pour marquer toute l'estime qu'on accorde à son hôte. Eh bien, Jacques Chirac a dévoré sa roussette avec un appétit féroce, je dirais, devant le regard médusé de tous ceux qui l'accompagnaient et qui n'appréciaient peut-être pas autant que lui la valeur gastronomique de ce mets de choix. Autre anecdote, quand il s'agissait de doter le lycée Charlemagne d'un distributeur de préservatifs, le maire de Paris voulait être sûr du bon choix. On s'est trouvés tous les deux sur les bancs de l'école, au milieu de la classe, avec le professeur qui donnait un cours sur la prévention du sida. Il a interrogé, il était très attentif. Toute une série de questions ont été posées, et finalement, ça aboutit à un vote qu'il a demandé. Alors, voulez-vous que l'on installe les préservatifs au lycée Charlemagne ou pas? Et ensuite, vous expliquerez votre vote. Il a fait voter, et puis le résultat a été hautement majoritaire en faveur de la mise en place de préservatifs de distributeurs, et puis ça s'est diffusé ensuite dans tout Paris et dans toute la France. Il a fondé la Maison de la Poésie et connaissait bien Pierre Segers, l'éditeur des poètes. Il les a toujours aimés. Souvent, il téléphonait aux Segers pour une rencontre avec l'un d'eux. Il est arrivé que Jacques Chirac me téléphone et me dit « Je voudrais beaucoup rencontrer tel poète étranger, un tel. Est-ce que, je sais que vous vous connaissez, ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouviez arranger ça. » Et il est venu déjeuner ici, tout banalement, comme s'il entrait dans la maison tous les 3 jours, ce qui n'était pas à très loin près pas le cas. Pour mieux connaître les difficultés des sourds-muets, Jacques Chirac a rencontré Manuel Laborie à l'Hôtel de Ville. Lui-même est très conscient du fait qu'on manque beaucoup d'interprètes en France. À New York, dans une seule ville, il y a 4000 interprètes. En France, beaucoup moins. Donc je crois qu'il a été très surpris de ces chiffres. Et il m'a même parlé de sa fille, de choses assez personnelles. C'est vrai que j'étais touchée parce que j'ai eu l'impression d'une personne sensible et ouverte. Qui est Jacques Chirac, Denis Tillinac? Un homme chaleureux, généreux, simple et fort. Attentif à autrui. Quand même nous donner à boire. Avec plaisir, avec plaisir. Allez. Vous le savez bien d'abord. Comment ça va? Il y a du monde. Où est-ce qu'on peut se mettre?
Voilà pour ce Jacques Chirac qu'on connaît moins bien. C'est un portrait brossé par notre ami Werner. Et nous allons terminer maintenant une dernière fois. Nous allons faire un tour à Colombey-les-Deux-Églises. Nous rejoignons Jean-Pierre Quittard. Jean-Pierre, vous m'entendez? Oui, dernier rendez-vous donc à Colombey-les-Deux-Églises et avec Jean Rollet, le maire, peut-être Jean-Claude et Charles. Un point peut-être important qui expliquera une bonne partie de la politique de Jacques Chirac, c'est sa fidélité au gaullisme et sa fidélité à la mémoire et à l'action du général de Gaulle. Monsieur le maire. Eh bien oui, depuis de nombreuses années, en particulier depuis le décès du général de Gaulle, Jacques Chirac n'a jamais manqué un rendez-vous à Colombey. C'est un fidèle parmi les fidèles. Toutes les grandes manifestations ont vu M. Chirac à Colombey. Et il a encore prouvé sa fidélité ce matin en tenant à venir débuter cette journée par une visite très symbolique, mais aussi avec un souvenir très intense, très ému, à la tombe du général. Alors un rappel, il reviendra officiellement là pour le 18 juin, pour l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Petite question, est-ce que vous pourriez lui décerner le titre de citoyen d'honneur de Colombey-les-Deux-Églises? Je crois qu'il l'a bien mérité. Je pense que, avant qu'on lui décerne officiellement, je pense qu'il l'a déjà, et tout au moins et certainement dans le cœur de beaucoup d'habitants de Colombey, puisque vous savez que Colombey a voté à 86% pour M. Chirac. Voilà Jean-Claude, voilà Charles, c'était la dernière intervention depuis Colombey, terre gaulliste s'il en est dans cette France. Eh bien écoutez, de la terre gaulliste, nous allons aller quasiment au sud de la France, dans une direction diamétralement opposée, le Var, Auriol-Canadel, avec un reporter de TF1, Gabriel Natta, qui a retrouvé pour nous un homme que connaît bien d'ailleurs ceux qui fréquentent Jacques Chirac, le maire du Reol-Canadel, qui a connu Chirac tout à fait enfant. Nous l'avons vu tout à l'heure entrer à l'Élysée, président de la République, 5e président de la 5e République. Eh bien, nous allons le retrouver à travers les souvenirs du maire du Reol-Canadel en culotte courte entre 1940 et 1944. Vous vous rendez compte, c'est le cœur qui éclate, hein, c'est la fierté de dire que le petit est maintenant devenu le chef de l'État, le chef de la France, après avoir subi tous les échelons, hein, en bien et en mal, et le voir enfin au poste qui devait être le sien, et qui est cette récompense suprême, moi je ne peux dire qu'une chose, hein, j'ai une certaine fierté, mais j'aurais plutôt envie de pleurer que de sourire, hein, maintenant. Il est venu en 1976, là, qui était venu inaugurer la mairie, et qui a atterri avec les hélicoptères dans la DZ, là-haut, dans le Haut-Rayonne. Je suis allé le recevoir, quoi. Et là, bien entendu, je lui ai dit l'enfant prodigue revient sur le lieu de ses exploits, vous savez. Et il était là, entouré de généraux, super généraux, sous-préfets, préfets, tout le monde. Il me regarde et il me dit mais maintenant, tu me vous vois? Alors, je dis t'es le Premier ministre, quand même. Alors, devant tout cet aréopage, là, il dit, mais alors, tu te rappelles pas le magistral coup de pied au cul que tu m'as envoyé un certain jour? Je me serais mis sous l'hélicoptère, hein, bien entendu. Mais il s'était rappelé, hein. Voilà, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre la télévision ou bien d'être présents à Paris pour suivre ce matin la passation de pouvoir entre François Mitterrand et Jacques Chirac, je vous propose de voir les images de cet événement de ce matin avant de conclure tous ensemble. Presque en secret, Jacques Chirac s'était rendu très tôt ce matin, à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, pour saluer la mémoire du général de Gaulle et comme pour bien signifier que le fondateur de la Ve République reste le seul modèle dont se réclame le nouveau président. Retour à Paris, la cérémonie à proprement parler pouvait débuter. Image tranquille d'une alternance politique apaisée et pacifiée. François Mitterrand accueille son successeur sur le perron du palais de l'Élysée
Les deux hommes ont l'air presque complices et ils sacrifient au rituel des nombreuses photographies. Et puis ce sera un entretien de près d'1 heure entre les deux présidents. Les invités, officiels représentant les corps constitués de l'État, ou amis de Jacques Chirac venus savourer le moment solennel, patientent. Dans ce laps de temps, François Mitterrand transmettra à Jacques Chirac dans la plus stricte intimité l'ensemble des secrets d'État, y compris le fameux code de mise en fonction de l'arme nucléaire. François Mitterrand prend congé, une longue poignée de main que je vous laisse regarder. Des adieux lents et sobres que seuls quelques sifflets des partisans de Jacques Chirac, massés dans la rue au dehors du palais, viendront troubler. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, Jacques Chirac reçoit le grand collier de la Légion d'honneur et tient sa première allocution de président en titre en des termes qui rappellent le combat du candidat Chirac. La campagne qui s'achève a permis à notre pays de se découvrir tel qu'il est, avec ses cicatrices, ses fractures, ses inégalités, ses exclus, mais aussi avec son ardeur, sa générosité, son désir de rêver et de faire du rêve une réalité. François Mitterrand est allé pendant ce temps se ressourcer auprès de ses amis du Parti socialiste, rue de Solferino à Paris. À l'Élysée, Jacques Chirac passe en revue la garde, qui lui est désormais personnellement affectée. Il s'installe dans sa fonction. Le septennat du 5e président de la 5e République peut commencer. Eh bien, il commencera avec la désignation du Premier ministre, sans doute ce soir. On l'attend en tout cas avant le journal de 20h et vous aurez beaucoup plus de détails dans ce même journal, présenté par Patrick Poivre d'Arvor et avec tout le service politique, Bruno Cortès, François Bachy, Gauthier Ribinski, qui vient d'ailleurs de présenter cette synthèse de la matinée de Jacques Chirac. Et plus de détails sur la constitution de ce gouvernement. Diony Tillinac, l'ami de Jacques Chirac, écrivain, le mot de la fin ? On a éprouvé tout au long de l'après-midi un sentiment de naturel, de fraîcheur. On a entendu beaucoup de jeunes décrire leur aspiration au changement. Alors je crois qu'il faut que dès tout à l'heure, Jacques Chirac dise au Premier ministre qu'il a nommé combien le changement est urgent et combien l'espérance est violente. Merci d'avoir été fidèle toute la journée en notre compagnie, grâce à Gilles Amado avec nous, Alain Semama, toute l'équipe de la SFP, l'équipe de TF1. Merci de nous avoir été fidèles. Dans quelques instants, vous avez droit aux garçons de la plage, comme tous les soirs. Et puis à 20h, Charles a dit Patrick Poivre d'Arvor. Et ensuite, une émission qui vous tient à cœur, évidemment. À 22h50, le droit de savoir, avec un document sur ce virus qui nous vient d'Afrique, Ebola, et ensuite une grande enquête du service étranger de TF1 avec nos correspondants à Washington sur ces sectes, sur ces milices paramilitaires de la terreur qui sont à l'origine de l'attentat d'Oklahoma City. Merci à tous et donc rendez-vous avec les garçons de la plage. Au revoir.